Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la deuxième séance de la semaine consacrée à la leçon Mers et océans dans un monde maritimisé. Donc c'est notre dernière séance en vidéo avant les vacances. J'espère que vous allez bien et que vous aurez malgré tout un bon souvenir de cette période un peu particulière. Alors aujourd'hui, nous allons étudier les conséquences sur les territoires du commerce maritime. Donc la deuxième séance, le planning est ici. Donc le travail que vous aurez à faire pendant cette séance, c'est de répondre aux questions 5 à 7, page 275, donc page de gauche. On va regarder les documents ensemble. Et puis, s'il vous reste du temps, j'aimerais bien que vous complétiez la carte mentale de l'itinéraire 2, page 273 et page 275. Donc je vous en ai parlé la dernière fois. Cette carte mentale, elle est à faire avec les deux doublées pages, la double page de document de la fois dernière et puis la double page de document de cette fois-ci. Ça va vous permettre de bien organiser tout ce que vous aurez appris et de bien repartir sur la suite de la leçon. Ensuite, vous allez recopier le cours A2 et 3, page 282 de votre livre sur la page de droite, et puis avec les définitions de conteneurisation et de façade maritime, qui sont des mots très importants et qui sont page 282. Alors, donc pour aujourd'hui, donc voici la double page dont vous avez besoin, page 274, 275. Donc comme d'habitude, hein, on va regarder les documents ensemble. Alors d'abord une carte. Donc cette carte vous montre le fameux Northern Ranch, hein. C'est un point de passage stratégique en fait ici entre le Royaume-Uni et l'Europe du Nord. Alors un très grand port qui domine la région, le port de Rotterdam, qui est à la fois un port pétrolier et un port de marchandises, et puis des ports secondaires, donc deux, le port de Hambourg ici et le port d'Anvers. Et vous avez quelques autres ports encore plus secondaires. Vous voyez que Le Havre, Rouen, Paris, Calais et Dunkerque donc, sont les principaux ports français de cette zone. Évidemment, si on allait plus au sud, on verrait aussi le port de Fos, Marseille. La voie maritime mondiale donc passe ici, hein, et ces ports sont évidemment reliés au reste de l'Europe par des axes routiers qui les desservent, mais aussi par des axes fluviaux navigables. Alors nous, en France, on n'a pas l'habitude de ces grands axes fluviaux navigables, mais dans le nord de l'Europe, ils sont très nombreux et bien évidemment, on se situe dans une zone extrêmement peuplée le long de ces principaux axes et à l'arrière de ces ports. Et donc euh, ce littoral avec le port de Rotterdam et des ports secondaires constitue ce qu'on appelle une façade maritime. On y reviendra tout à l'heure. Donc ces ports doivent s'adapter. Pourquoi ils doivent s'adapter? Parce que les conteneurs sont de plus en plus gros. Donc c'est tout l'objet du document 6. La taille des porte-conteneurs augmentant, les ports doivent s'adapter. Les nouveaux porte-conteneurs ont besoin de chenaux d'accès plus profonds. Se pose ensuite le problème de la hauteur des navires pour les portiques, mais aussi pour les ponts sous lesquels ces navires doivent passer. La largeur des navires et des portiques est un autre facteur à prendre en compte. La largeur des plus grands porte-conteneurs est actuellement de 59 mètres. Aujourd'hui, les très grands porte-conteneurs ne peuvent donc faire escale que dans une poignée de ports transformés en hubs, ce qui implique une réorganisation du trafic avec des navires de taille moyenne vers les ports secondaires. Alors, beaucoup de choses à dire ici. On vous explique ce que c'est qu'un chenal d'accès. Donc, c'est la voie d'accès au port qui est en général surcreusée pour que, pour que les gros navires puissent arriver jusqu'au bord. Il leur faut également des portiques pour pouvoir être déchargés, on va en reparler tout à l'heure. Et puis, il faut, s'il y a un pont, pouvoir passer sous le pont. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle le pont de Saint-Nazaire est si haut, hein. C'est parce qu'il doit pouvoir laisser passer des navires vers le port de Saint-Nazaire, et puis il était prévu aussi pour aller jusqu'à Nantes. Alors, on parle ici de largeur des plus gros porte-conteneurs qui est actuellement de 59 mètres. Alors, le texte ici date de 2016, hein. On est passé à des navires encore beaucoup plus larges. Voici actuellement donc le navire en circulation le
le porte-conteneur le plus gros du monde. Donc c'est le MSC Gulsun. Il mesure 400 mètres de long et 60 mètres de large, hein. Donc il est bien plus important que ce qui est mentionné dans votre texte. Donc il a été fabriqué par un chantier naval en Corée et il a la capacité de pouvoir transporter 23 756 conteneurs et il contient également 2000 conteneurs frigorifiques. Donc c'est un immense navire. Je vous le montre ici, déchargé par les fameux portiques, hein, dont on parle dans le texte. Donc vous voyez là, le MSC Gulsun est à port à Yangshan à Shanghai. Donc on va en reparler tout à l'heure, le port de Yangshan qui a été construit en eau profonde, qui est entièrement automatisé et qui est déchargé. Donc, enfin, le navire est déchargé par le biais de ces portiques. Là on en voit un ah non, ça c'est la passerelle, excusez-moi. Donc là, vous avez des systèmes de grues en fait qui déchargent les conteneurs et qui ensuite, de manière automatisée, il y a des petits camions qui les transportent ici et qui vont les entreposer à l'arrière. Alors, je continue avec les autres documents. Le voici, le port de Yangshan. C'est le port à conteneurs le plus grand du monde. Donc vous avez ici toutes les boîtes, les portiques qui déchargent les navires et un pont de 32,5 km qui relie ce port au continent. Alors, il faut que je vous explique comment a été construit le port de Yangshan et pourquoi. Donc pour ça, je vous ai euh, ressorti une petite carte. Voilà, qui vous permet de bien comprendre. Alors voici le site de Shanghai qui est à l'embouchure du Yangtze, hein, du fleuve Yangtze. Alors ici vous avez un très grand chantier, un chantier naval et un pôle sidérurgique. Et en fait, ce qui se passait, c'est que les plus grands, donc le navire, le port de marchandises était là, mais les plus grands porte-conteneurs, donc n'avaient pas un tirant d'eau suffisant pour pouvoir accoster ici. Donc on a construit un port en eau profonde, en pleine mer, en prenant appui sur des îles que vous voyez là, et en construisant des polders, hein, c'est-à-dire qu'on a remblayé le fond de la mer avec du caillou, du remblai, et puis on a construit par-dessus un port, des plateformes en fait, voilà, des plateformes. Et pour relier ce port en eau profonde euh, au littoral, eh bien, on a construit un immense pont qu'on appelle le pont du Donghai, qui est le plus grand pont du monde actuellement, qui fait donc 32 km de long, dont 26 sont complètement au-dessus de la mer et ne s'appuient sur aucune île. Voici une vue, une seule vue, hein, partielle, forcément partielle, panoramique du port de Yangshan, donc qui est actuellement capable de faire un trafic de 37,13 millions de conteneurs, hein. Donc c'est 30 millions à peu près de conteneurs qui transitent par ce port tous les ans. Donc voilà pour le port de Yangshan. On vous parle de ces énormes navires. Eh bien, ces énormes navires passent par des canaux. J'en ai parlé la dernière fois. Vous avez ici les travaux, une photographie des travaux du canal de Panama qui ne pouvaient plus donc laisser passer des très gros porte-conteneurs comme le Gulsun par exemple, qui fait, je le rappelle, donc 60 mètres de large. Par conséquent, donc on a élargi les écluses du canal de Panama pour qu'ils puissent laisser passer ces immenses navires. À travers la carte tout à l'heure, vous avez compris que un port ne suffit pas. Il faut aménager aussi l'extérieur, enfin pas l'extérieur, mais l'arrière du, euh, du littoral. Donc voici comment s'organise ce genre de littoral quand vous avez un très grand port. Donc d'abord une zone industrialo-portuaire, bien souvent, hein, c'est-à-dire une zone qui est à la fois une zone d'échange et une zone industrielle, comme par exemple à Saint-Nazaire, on va fabriquer des navires, il y a un chantier naval, on fabrique aussi des avions, donc ça c'est l'industrie, et puis il y a les échanges portuaires de matières premières et de marchandises. Donc une zone industrielle au portuaire qui donc reçoit des échanges avec le reste du monde, le reste du monde est symbolisé ici par cette bande orange.
et puis qui échangent aussi avec l'arrière-pays, donc ce sont les flèches vertes, et des ports secondaires sur les côtés. C'est-à-dire qu'ici, souvent, on va avoir une rupture de charge, on va arriver avec d'immenses bateaux et on va décharger une partie de la marchandise pour les mettre sur des navires plus petits qui vont ensuite desservir des ports secondaires. Et donc ça s'appelle une façade maritime, hein, comme vous l'aviez ici. Donc je reprends, hein. Donc un très gros port, Rotterdam, desservi par des axes routiers et fluviaux, et puis des ports secondaires, hein, qui permettent de desservir tout l'arrière-pays. Alors, les chiffres clés sont intéressants ici, ils datent de 2014, donc ils sont complètement dépassés. Mais déjà, vous voyez que les principaux ports du monde sont chinois dès 2014. Et puis, je suis allée chercher donc sur Wikipédia, hein. Je n'ai pas trouvé de chiffres plus actuels que ceux-ci. Donc, le port de Shanghai est toujours en tête, le port de Singapour est toujours en deuxième position. Et puis, vous avez ensuite bah, les principaux ports chinois que l'on voyait déjà. Le port de Rotterdam est cette fois-ci donc en 11e position. Et puis bah, il faut descendre, hein, pour avoir le premier port français. Il est ici en 61e position, c'est le port du Havre. Mais vous voyez qu'avant, donc on a essentiellement des pays d'Asie. Donc voilà pour ces chiffres clés. Je vous montre maintenant les questions auxquelles vous devez répondre. Donc la question 5, hein. Citez les différents types d'espaces dont l'aménagement est lié au commerce maritime. Donc là, vous utiliserez les documents 5 à 8, donc on vient de les expliquer. La 6e question. Quelles sont les conséquences de l'augmentation de la taille des navires pour les aménagements portuaires? Donc il s'agit bien de dire les conséquences, donc il faut en chercher plusieurs. Et puis, question 7, expliquez pourquoi la présence d'un grand port mondial nécessite des aménagements dans toute sa région. Et là, s'il faut expliquer, bah, vraiment, il faut plusieurs phrases, hein. Donc, de toute façon, je vais vous poster un corrigé. N'hésitez pas à m'envoyer vos propositions, même dans le corps de la messagerie, hein, c'est très bien pour moi. Ça vous évite des manipulations et moi, je peux vous corriger directement. Mais donc, une explication nécessite bien plusieurs phrases. Donc l'itinéraire 2, je vous en ai parlé tout à l'heure. Je voudrais vous remontrer la carte que je vous ai montrée la dernière fois. Donc vous la montrez de nouveau pour que vous l'ayez bien en tête, parce qu'il faudrait que vous appreniez les différents éléments que je vais mettre en évidence. Donc les principales routes maritimes que nous avons vues la dernière fois, les principaux ports, les passages transocéaniques et puis bah, ces façades maritimes, hein, donc, qui rassemblent souvent un très grand port et des ports secondaires et qui permettent de desservir tout un État derrière ou toute une grande région en marchandises. Voilà, il vous reste, une fois que vous avez fait ça, à écrire le cours du livre. Donc je vous le grossis et je vous le lis. Donc vous pouvez sauter une ligne, hein, et puis écrire donc page de droite, un réseau mondial. Les flux de marchandises suivent des routes maritimes organisées et sécurisées qui relient les 3 pôles majeurs de l'économie mondiale, l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie orientale. 75% des échanges se font entre ces façades maritimes qui concentrent les infrastructures portuaires les plus performantes et accueillent les grandes compagnies maritimes. Alors, infrastructure portuaire, ça veut dire qu'on a construit des ports capables d'accueillir des gros navires. Vous voyez, avec les portiques, par exemple, hein. Euh, les, euh, donc ça fait partie des infrastructures portuaires, hein, des ports en eau profonde, hein. Et puis les grandes compagnies maritimes, eh bien là, par exemple, il y avait MSC, il y a aussi CMA, CGM, il y a aussi des grandes compagnies chinoises. Néanmoins, les routes maritimes nord-sud et sud-sud ne cessent de progresser. Petit 3, des évolutions permanentes. Depuis les années 1950, les flottes commerciales, les ports, mais aussi les passages transocéaniques
doivent se transformer pour répondre à la croissance continue des échanges maritimes. La révolution de la conteneurisation et la course au gigantisme nécessitent des investissements considérables. Donc voilà pour ce cours. Je vous ai demandé également de recopier les définitions de conteneurisation et de façade maritime donc qui sont ici. Conteneurisation, fait de transporter des marchandises dans des conteneurs, et façade maritime, région littorale formée de plusieurs grands ports proches. Voilà, eh bien, j'en ai terminé. Il me reste à vous souhaiter de très, très bonnes vacances, de vous féliciter encore, pour, les efforts que vous avez fournis, pendant cette période de travail à distance. J'espère que nous nous reverrons à la rentrée. Je voulais également, saluer vos familles, vos parents, qui vous ont beaucoup soutenus pendant cette période. Je sais que ça a été très difficile pour eux parfois, mais que bah voilà, j'espère que nous sortirons tous grandis de cette période. Et puis bah, prenez soin de vous, reposez-vous et à très très bientôt. Au revoir.